Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une activité spécialement pensée pour les finissants et les jeunes diplômés en santé. Sans plus attendre, je cède la parole à ma co-animatrice, Anne Ferré, conseillère aux jeunes et futurs diplômés. Bonsoir Anne. Bonsoir Jérémy. Rendez-vous inspirant, c'est une occasion unique d'entendre le parcours extraordinaire de diplômés de renom et d'avoir la chance de pouvoir leur poser vos questions. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée avec nos 3 diplômés invités, Dr Franker, Dr Quash et Dr Liu. Nous aurons le plaisir d'en apprendre plus sur leur parcours et leurs réalisations. Commençons tout de suite la soirée avec la présentation de chacune de nos panélistes. Bonsoir Dr Franker et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Nous sommes très heureux de vous avoir aussi. Dr Franker, vous avez obtenu votre doctorat en 1987 et vous avez ensuite suivi une formation spécialisée en obstétrique gynécologie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et vous avez exercé à Sainte-Justine. Ma première question serait pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors, l'obstétrique gynéco, ça touche toutes les femmes, de la conception, c'est l'œuf ou la poule, hein, la grossesse, la naissance. On s'occupe des petites filles aussi qui ont parfois malheureusement des problèmes gynécologiques jusqu'à la fin de la vie. Alors, j'ai choisi cette spécialité parce que je voulais aider les femmes tout simplement. Magnifique, c'est une très belle raison. Vous avez par la suite décidé d'évoluer vers de nouvelles fonctions en tant que présidente de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec de 2006 à 2008, puis de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada pour l'exercice de 2014 à 2015. Vous êtes actuellement la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et vous êtes au poste la première femme à occuper ce poste-là depuis 2014. Mon autre question, ce serait pourquoi avoir choisi d'évoluer vers un tel métier ou une telle évolution de carrière? En fait, l'avantage en médecine, c'est qu'on peut continuer à pratiquer la médecine et explorer d'autres sphères. Alors, rapidement, lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis aperçue qu'il y avait des choses à changer dans la façon dont on travaillait et je me suis impliquée dans la gestion, dans l'administratif, dans l'organisation des soins. Et le sort a fait qu'on commence par un petit travail qui devient de plus en plus gros pour finir présidente du syndicat des médecins spécialistes qui était un autre niveau, je dirais. Avoir été la seule femme à ce type de poste-là, vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, les femmes médecins n'allaient pas d'une manière très naturelle vers des postes administratifs ou de gestion? Non, mais puis, vous savez, moi, je suis là depuis 7 ans. Je termine mon mandat à fin mars et nous aurons des élections. Et sur 15 candidats, il n'y a que 3 femmes qui ont posé leur candidature malgré toutes celles que j'ai appelées et que j'ai encouragées et que j'ai mentorées et que je l'aurais bien aimé qu'elles se présentent, mais ainsi va la vie. Donc, on a encore beaucoup de travail parce qu'en médecine spécialisée, présentement, on est à parité, 50% femmes et hommes. Donc, c'est sûr que l'excuse habituelle, c'est j'ai pas le temps, j'ai les petits. C'est sûr qu'en médecine, on gradue début trentaine, on se dépêche avant que les ovaires nous abandonnent pour avoir des bébés, puis après ça, il faut les élever, puis s'organiser, mais on n'est pas obligé de prendre la bouchée grosse dès le départ. On peut en faire un petit peu, puis en faire plus au fur et à mesure. Oui, c'est ça. En fait, on peut être comme médecin, décider quand même d'aller vers ce genre de, comme vous, j'imagine que vous avez évolué, aller vers ce poste sans être tout de suite la présidente du poste, de prendre quelques responsabilités, puis évoluer au fur et à mesure. Et à un moment, les enfants grandissent, ça laisse beaucoup plus de temps. Heureusement. Oui. Je suis bien d'accord. Et juste comme ça, tranche de vie, Dr Franker et moi, nous nous connaissons depuis longtemps puisque Dr Franker a suivi mes 3 grossesses. Et donc, c'était une belle surprise que de se retrouver à cet événement-là. Dr Franker, est-ce qu'entre vous et moi, ça reste quand même peut-être plus compliqué pour une femme d'évoluer? C'est sûr que la politique et le milieu syndical sont des milieux très durs où les femmes ne sont pas les bienvenues. On doit travailler souvent plus fort pour gagner nos points, mais
c'est l'histoire des pionnières. Alors, il ne faut pas hésiter pour autant, mais je pense qu'il faut savoir bien s'entourer, d'avoir des mentors, hommes et femmes, qui nous donneront confiance en nous et nous aideront à trouver les façons de faire parce que les femmes gèrent différemment. Maintenant, je pense que c'est connu. On est parfois plus rigoureuse en termes beaucoup plus exigeante avec nous-mêmes. Oui. On pense qu'on n'a pas aussi toutes les capacités. Je lisais la dernière fois un article justement là-dessus qui disait que les femmes, quand elles se présentent à un poste, elles y vont en se disant je vais postuler parce que j'ai 80% des choses que je sais faire dans ce poste-là, alors que les hommes, c'est 50%. Donc vraiment, on se met une pression incroyable sur nous-mêmes de se dire, pour aller à ce poste-là, je suis pas sûre d'avoir les compétences, alors qu'on les aurait. Puis tout l'avantage d'un poste comme ça, c'est aussi d'apprendre. On peut pas être parfaite en prenant ce poste-là. On va évoluer avec le poste. On va, comme vous avez dit superbement, être très bien entouré fait toute la différence aussi. Ça n'empêche que c'est des réflexions que se posent les femmes mais s'il y a personne qui y va, ça n'évoluera pas non plus. Donc j'imagine que vous avez tout fait de votre côté pour justement avoir beaucoup plus de femmes médecins qui accèdent à ces postes de carrière. Qu'est-ce qui va se passer pour vous après avoir été présidente? À la pratique avec un immense plaisir. Je vous le dis tout de suite, je n'aurai pas de 4e enfant. La santé de la femme, c'est versatile, alors ça évolue avec le temps. Et puis, je pense que c'est la beauté des études médicales, on ne le réalise pas. Et puis, pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est un privilège énorme de travailler comme médecin. Et puis, ça nous ouvre toutes les portes. Et puis, on peut se promener d'une porte à l'autre, c'est magnifique. Et puis, on peut revenir à ce qu'on aimait aussi après, il n'y a pas de... il faut quand même garder la main parce que, tout à fait. On s'occupe des mamans qui ont les problèmes les plus complexes dans la province. Là. Alors, il faut être sûr qu'on est toujours à niveau, mais c'est un autre beau côté des études médicales, c'est que nos connaissances changent aux 8 ans. Alors, on va apprendre toute la vie. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette profession. C'est magnifique. Puis j'imagine aussi que les technologies évoluent en même temps que le métier. Merci beaucoup, Dr Franker, d'avoir répondu à mes questions. Je me tourne maintenant vers Dr Quach. Dr Quach, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Ça me fait grand plaisir. Dr Quach, vous êtes diplômé en médecine depuis 1995. Vous avez ensuite fait une spécialité en microbiologie et infectiologie et vous êtes d'ailleurs actuellement professeur titulaire dans le département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Comme Dr Franker, je vous demanderai à vous aussi pourquoi avoir choisi cette spécialité et est-ce que depuis votre plus jeune âge, vous souhaitiez être médecin? En fait, comme tous les enfants, on rêve à plein de métiers possibles en lisant, entre autres, le livre de Mickey. Mais dans mon cas, étant une première génération d'immigrants, mes parents avaient été bien clairs avec moi. Ils m'avaient dit, écoute, tu as des bonnes notes, tu fais médecine, puis si t'aimes pas ça après ta médecine, tu feras autre chose. Puis en fait, ma mère avait complètement raison parce que la médecine, comme Diane le disait, ouvre vraiment toutes les portes. Et donc, n'étant pas un médecin nécessairement typique, qui fait des soins aux patients régulièrement. Ça permet de faire autre chose, entre autres de la gestion, de la recherche, différents postes de leadership. Mais donc d'avoir un profil un peu différent, cette curiosité-là, je pense que ça amène aussi beaucoup de richesse à la profession. C'est formidable, c'est ce que j'allais justement dire. Après ça, vous avez donc évolué vous aussi, puis vous avez des fonctions d'officier en prévention et en contrôle des infections au CHU de Sainte-Justice et également en microbiologiste et infectiologue. Vous êtes chercheur boursière, vous êtes présidente du comité consultatif national en immunisation de l'Agence de santé publique du Canada et en 2019, vous avez été reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du Canada dans la catégorie sciences et technologies. 2019 Tops 100 Award Winner in the Manulife Science and Technology catégorie, avec mon accent bien français. Toutes ces fonctions, toutes ces casquettes, tous ces rôles, ça ressemble à quoi votre quotidien? On pourrait peut-être dire le quotidien avant le Covid et votre quotidien pendant cette période de Covid. Oui, c'est sûr que c'est bien différent. Avant la Covid, il y avait quand même un certain équilibre entre des fonctions cliniques, la recherche, la prévention des infections, l'enseignement. Donc, il y avait, je vous dirais pas 25% de chacune de ces secteurs-là, mais une certaine diversité. Je vous dirais que depuis la COVID, c'est 100% de réunions à plein temps où je fais quand même énormément de recherche, mais
en réunion quand même. Là, c'est mes équipes qui recrutent les patients, qui font le quotidien. Mais moi, je passe mon temps à écrire des demandes de fonds et à les envoyer, puis ensuite organiser les projets avec les équipes. Mais beaucoup de réunions pour les comités, les différents comités fédéraux, parce que par mon poste de présidente au niveau du Comité consultatif national de l'immunisation, ça m'amène aussi à siéger sur d'autres comités à la fois au Canada puis ailleurs. Donc, c'est énormément de réunions. La prévention des infections, bon, c'est sûr que je suis à l'hôpital et que je gère les différents problèmes, mais ça engendre aussi des réunions. Et le problème avec la COVID, c'est que maintenant qu'on est toujours en Zoom, les gens nous regardent notre calendrier et nous cordent des réunions les unes après les autres. On ne bouge plus de la journée et le fait, on se lève plus une fois par heure. Là. Cet après-midi, je suis descendue au labo parce que cette semaine, je suis de garde au laboratoire à Sainte-Justine. Ils m'ont dit, il y a une de mes collègues qui dit, bon, je prends mon café puis je me lève. Je dis, écoute, moi, ça fait 4 heures que je suis ici sur ma chaise. J'ai décidé que je me levais. Mais c'est énormément de travail intellectuel, de lecture, de rédaction, d'analyse de données et de discussion et malgré tout de la politique, même si on pense qu'en science, on en fait moins. Mais c'est donc diversifié tout en étant peu diversifié. Et puis, on vous entend beaucoup aussi à la radio, on fait appel à vous beaucoup sur le Covid, c'est parce que vous êtes sur le comité consultatif national de l'immunisation de l'Agence de santé publique du Canada. Entre autres, mais depuis le début de ma carrière, j'ai été assez présente dans les médias. J'ai une capacité de communication qui est assez naturelle. Et donc, depuis 2003, en fait, je donne des interviews, mais à chaque crise en maladie infectieuse, je réapparais un peu là dans l'Ebola, moins que Joanne, mais dans l'Ebola, j'étais là un peu avec l'entérovirus D68 quand il y a eu la pandémie en 2009, puis cette fois-ci, ça a été beaucoup plus grand, mais entre autres de par mon rôle au comité fédéral, mais juste de par mes différentes expertises en maladies infectieuses. C'est sûr que s'il y avait eu une crise dans les opiacés, ça n'aurait pas été moi, là. Mais comme c'est des maladies infectieuses, ça va. C'est dans votre domaine. Et pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Ben, la pédiatrie d'abord parce que les enfants sentent bon, pas que les adultes sentent moins bon, mais je trouve que les enfants sentent bon. Que par ailleurs, aussitôt qu'un enfant va mieux, ça se lève, ça joue, ça a une vivacité, une vitalité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc ça m'avait toujours attiré. Mais c'est évidemment par les gens que j'ai rencontrés. Donc quand j'ai commencé mon externat, le patron que j'avais à l'étage, c'était Dr Elisabeth Rousseau à Sainte-Justine, qui a été mon phare dans la nuit. J'ai voulu être comme elle. Je trouvais qu'elle était extraordinaire avec les patients, les parents, qu'elle avait une approche hyper rigoureuse, qu'elle avait cette capacité d'aller forer dans les problèmes, de faire des liens entre différentes choses. Et donc, j'ai suivi ses traces. Et par la suite, une fois arrivée en pédiatrie, j'ai rencontré Marc Lebel, qui est infectiologue à Sainte-Justine. Et je me suis tout de suite bien entendue avec lui. Donc, on a fait des projets de recherche ensemble. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une spécialité où je n'étais pas nécessairement tout le temps au front à voir des patients. J'avais besoin d'avoir une expertise très pointue, mais d'avoir aussi du temps pour réfléchir et lire et concevoir des projets. Et donc, les maladies infectieuses et la microbiologie se prêtaient complètement à ça. Et par la suite, la recherche est venue couronner le tout. Et puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire sans une de ces portions-là. Wow, bravo. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Je me tourne maintenant vers Dr Liu. Dr Liu, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Dr Liu, vous avez obtenu votre spécialité en pédiatrie à la faculté de médecine de l'UDM en 1996. Comme pour vos consoeurs, je vous poserai la même question. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai choisi la pédiatrie parce que moi, j'avais le dessein d'aller travailler dans les pays à bas et moyen revenu. En fait, je suis rentrée en médecine pour aller travailler auprès de Médecins sans frontières. Donc, c'était mon parcours. Et quand j'ai fait un séjour en Afrique de l'Ouest pendant mon année de pré-med, j'ai vu que la démographie, en tout cas, dans ces pays-là, était 50% d'enfants. Puis j'ai dit, je dois aller travailler à l'étranger, les enfants, 50% de la population, c'est bien. Et comme Dr Quach, je trouve que les enfants, c'est les meilleurs patients, de loin.
Moi, je me rappelle quand j'étais externe, puis que dans ce temps-là, on faisait des prises de sang en plein milieu de la nuit pour faire des niveaux d'aminophiline, parce que c'était comme ça qu'on traitait l'asthme dans ce temps-là. Et puis, tu arrivais dans une salle, puis le patient disait « Allô? » Puis il était tout content. Ça n'arrivait pas en adulte, ça. Mais Non, ça c'est arrivait en sûr. pédiatrie. Mm. Et c'est la merveille de l'enfant, c'est sa résilience, et puis c'est un patient qui nous rend de bonne humeur malgré tout. C'est marrant parce qu'on a fait aussi un événement avec Jérémy pour les dentistes et il y avait un dentiste pédiatrique et il disait exactement la même chose, que c'était tellement un bonheur de s'occuper des enfants qu'il recommandait à tout dentiste de se spécialiser en pédiatrie. C'est formidable. Et donc, après ça, vous êtes devenue aussi la première femme élue au poste de présidente internationale de Médecins sans frontières et vous avez été à la présidence de 2013 à 2019. En étant à la tête de Médecins sans frontières internationales, vous avez été la voix de premier plan sur les crises médicales humanitaires, notamment dans l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, lors des attaques contre les hôpitaux et les crises migratoires de déplacements forcés. En 2015, vous serez d'ailleurs considérée comme l'une des 100 personnes les plus influentes dans le monde par le Time Magazine. Vous nous avez un petit peu parlé un petit peu plus tôt de votre envie d'aller faire carrière dans Médecins sans frontières, mais pourquoi exactement? Qu'est-ce qui vous attirait d'être à Médecins sans frontières? C'est le fait que moi aussi, je suis une première génération d'immigrants. Mes parents viennent de la Chine et pour moi, c'était important de redonner. Contrairement à Dr. Quash, moi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller en médecine, parce que j'avais lu un livre d'un médecin qui travaillait à Médecins sans frontières quand j'avais 14-15 ans et j'avais trouvé ça très inspirant, mon père m'a dit « Too much education, you'll never find a husband. » Trop d'éducation, tu ne trouveras jamais un mari. Donc, c'est un petit peu le contraire. Mais moi, c'était de pouvoir aller travailler auprès des populations les plus vulnérables, dans des endroits les plus improbables, parce que j'ai toujours cru à l'équité par rapport à l'accès aux soins, mais à l'accès aussi à la vie. Et c'est dans cet engagement-là que je me suis projetée. Magnifique. Quand votre évolution au sein de Médecins sans frontières, est-ce que ça a été une évolution facile? Parce que vous, comme Dr. Franker, vous avez été les premières femmes à des postes d'envergure. Comment on évolue? Comment ça se passe? Est-ce qu'on prend? On a aussi des mentors, on y croit très fort et on veut aller jusque-là. C'est tout un cheminement, j'imagine, pour arriver jusqu'au poste de présidente. Ouais, mais moi, c'était pas. Moi, j'ai commencé à aller sur le terrain avec Médecins sans frontières en 1996 et j'ai fait beaucoup de missions sur le terrain. Et après ça, j'étais en charge de programmation pour une douzaine de pays pendant 3 ans en France. Et puis, en début 2000, j'ai décidé de revenir au Canada parce que je m'étais dit que je m'étais mis dans ma tête qu'avant 40 ans, il fallait que je retourne dans mon pays. Parce qu'après ça, je ne sais pas pourquoi être capable de me réintégrer. Donc, je suis revenue et à ce moment-là, l'intégration, c'est toujours dur, hein, revenir. Mais j'ai repris la pratique à temps plein. Je travaillais à Sainte-Justine, mais je travaillais aussi en région périphérique, dans le Grand Nord. Et j'étais la présidente de Médecins sans frontières Canada pendant 5 ans. Et pendant ce moment-là, je m'étais présentée à la présidence internationale, que je n'ai pas eue. Et ça m'a pris plusieurs années à m'en remettre de tout ça. Et je trouve ça très marrant aujourd'hui, parce que je regarde ça avec un grand sourire, et ça, je dis ça justement pour les jeunes personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Sachez que, en général, la seule personne qui s'est présentée avant, c'est vous. Tout le monde a oublié. Et puis, get over it. Honnêtement, là, il faut continuer de l'avant. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller puis de me présenter parce que l'organisation grossissait, puis je trouvais que c'est une organisation que je ne reconnaissais pas. Et moi, j'ai milité pour dire que même si on venait à une des plus grosses organisations mondiales en humanitaire, il fallait toujours garder notre mission sociale au cœur de nos décisions, le patient d'abord. Et donc, j'ai fait une campagne là-dessus. Puis j'ai été élue en 2013. Bravo. Comment s'est passé les quelques années à la présidence? Et j'imagine beaucoup de voyages, beaucoup de missions sur place ou beaucoup d'administratifs. C'est comment ça s'équilibre entre les deux? Ben moi, j'ai décidé, c'était une décision qui était, je vous dirais, probablement un peu en décalage avec mes prédécesseurs, mais moi, j'ai voulu être la présidente des opérations.
Donc, j'ai été beaucoup sur le terrain. Et même pendant ma présidence, j'ai continué à faire des missions comme médecin. Et c'était important pour moi si j'étais pour être le porte-parole d'une crise, j'étais pour aussi la comprendre au niveau zéro. Et donc, je passais du temps avec mes équipes, je faisais même les visites médicales. Bon, je ne faisais pas tous les jours, mais j'en faisais au moins une demi-journée. Mais après ça, quand on va parler d'une crise… On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle et notre légitimité, ça n'a rien à voir. Totalement. Donc voilà. Et donc, juste pour vous dire, on avait fait à la fin les statistiques du temps que j'avais passé à Genève ma dernière année et j'avais passé 60 jours. Oh, wow. Bravo. Depuis. Donc, ça ne serait plus aujourd'hui avec la COVID, hein, vous voyez. Non, c'est clair. J'imagine même pas comment ça doit se passer actuellement à cause de la COVID. Ça doit être très, très compliqué. Je ne sais pas comment les populations aussi plus vulnérables arrivent à s'en sortir aussi, parce que j'imagine que toute cette COVID a dû tellement compliquer les associations humanitaires qui aident ces populations-là. Depuis, vous pratiquez, donc vous êtes revenu, vous pratiquez au CHU de Sainte-Justine en tant que pédiatre urgentiste et vous siégez actuellement aussi sur le comité indépendant de l'évaluation de la réponse à la COVID-19 de l'OMS. Qu'est-ce que ça signifie d'être au siège du comité indépendant de l'évaluation de la réponse à la COVID-19 de l'OMS? Écoutez, c'est quand même quelque chose que je trouve quand même extrêmement fascinant dans le sens que je trouve que c'est un signal qui est quand même assez bon. Cela dit, pour la petite histoire, hein, ce comité-là a commencé parce que l'ancienne administration américaine a décidé de retirer ses fonds à l'OMS. Donc, à la dernière Assemblée mondiale de la santé, les États membres ont dit très bien. Mais il y a quand même un point, on est très déçus qu'il y ait un retrait de fonds. Mais il y a une vraie question. Il y a une vraie question, c'est est-ce que l'organisation a bien fait dans les premiers mois et maintenant toujours, ainsi que les États membres. Donc, on a été mandaté par les États membres, c'est indépendant de l'OMS. Et aujourd'hui, on évalue la réponse et je vous dirais que pour moi, c'est un témoignage du fait qu'on a envie d'apprendre. On n'a pas envie de se faire prendre de façon aussi démunie qu'on l'a été au début de 2020 par rapport à la réponse aux pandémies. Et j'espère que notre objectif, c'est d'arriver avec des recommandations qui sont concrètes et qu'on va être capable de faire la mise en œuvre pendant cette pandémie-là. Donc, c'est ça notre défi. Votre mission. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à vos questions, à mes questions plutôt. Je vous propose de me tourner maintenant vers nos participants pour pouvoir répondre à leurs questions qu'ils ont soumises via le mode questions-réponses. Et là, je me tourne vers Jérémy. Jérémy, as-tu une question pour nous, pour nos panélistes? Alors oui, Anne, nous avons quelques questions. Donc, je rappelle à tous nos participants de ne pas hésiter à nous poser leurs questions dès maintenant. Nous allons les adresser donc à chacune de nos trois invités. Je commencerai par une question qui nous est adressée par Alex Apostolatos, je m'excuse si j'ai écorché le nom de famille, qui est étudiant en médecine et qui aimerait en fait poser une question qui s'adresse à nos trois invités de ce soir. Donc la première question est quel est le plus grand défi que vous avez dû relever au cours de votre parcours? La deuxième question serait, est-ce que vous auriez des conseils pour des gens qui feront peut-être face à une situation similaire à ce que vous avez vécu respectivement donc dans vos trois profils de carrière très différents? Et qui veut commencer? On peut adresser la question peut-être à Dr. Francoeur. Le plus grand défi, je dirais, ça a été, pour moi, le plus grand défi, vraiment, quand on a une drôle d'organisation à la Fédération des médecins spécialistes. Quand on est nommé président, on devient automatiquement aussi président de nos deux filiales, dont une filiale de plasma et une filiale d'assurance. Ça, j'avais aucune compétence. Gérer un CA, la gouvernance, ça allait très bien, mais le monde des affaires n'était pas
mon rayon, si on peut dire. Donc, à peine élue, j'ai dû présider le conseil de notre filiale et où il y avait, je les appelais à la blague mes pingouins, donc des gens d'affaires habillés en noir, tout autour de la table, qui avaient des attentes immenses. Et moi, j'arrivais et j'étais responsable de ce conseil. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé une amie actuaire qui m'a donné des cours privés en assurance, en régime de retraite, en placement, etc. Toutes sortes de compétences que j'avais pas parce que pour moi, je ne pouvais pas présider un conseil si je n'étais pas à la hauteur. Alors, ça a demandé un travail acharné, mais que j'ai réussi et après, tout roulait bien. Donc, je vous dirais, il faut avoir peur de rien. Il faut plonger, réfléchir après, mais il faut quand même aller se donner les compétences nécessaires pour avoir la crédibilité. Si je suis capable de regarder dans le miroir puis avoir confiance en moi, je vais être capable de vendre la marchandise. Ah, tout à fait. Et en effet, se former pour être toujours au bon niveau. Puis les interlocuteurs que tu as en face de toi, il faut vraiment que tu aies l'air crédible et d'être capable de répondre à leurs questions et de les remettre aussi, des challenger de l'autre côté. Donc, bravo, félicitations. Est-ce que, Dr. Quash, vous voudriez répondre à la question? Oui, alors moi je pense, moi c'est un niveau complètement autre que ce que Dr. Franqueur nous partage. C'est vraiment mon début de carrière comme clinicienne et clinicienne chercheur. Je pense que quand on commence, on est tous on fait face à notre sentiment d'incompétence et d'imposteur, probablement plus encore quand on est une femme, mais et cette première année-là où il a fallu que ces premières années-là où il a fallu que je fasse ma place à la fois comme clinicienne, que je me fasse confiance, mais que je bâtisse aussi ma carrière de recherche parce qu'évidemment, j'avais été engagée comme clinicienne chercheur, donc il fallait que j'aille chercher mon FRQS, mon Junior 1, que j'aille chercher des financements externes aussi, de retour dans une institution qui n'était pas l'Université de Montréal. J'étais à McGill au début de ma pratique, donc j'ai fait les premières 15 années de ma pratique à peu près là-bas. Mais donc, de faire ma place dans ce milieu-là qui n'est pas, je vous dirais, aussi accueillant nécessairement que l'Université de Montréal. Là, il faut vraiment faire sa place, puis c'est correct. Mais donc, poser ces premières briques-là pour ensuite être capable de plonger, ça a été énormément de travail avec des jeunes enfants, une vie familiale beaucoup plus compliquée. Puis une fois que ces compétences-là ont été acquises, que j'ai pris confiance en moi, je vous dirais que tous les autres, toutes les autres occasions qui m'ont été offertes, même dans des postes de leadership, j'avais déjà acquis ce qu'il fallait, puis j'ai bâti tranquillement. Là. Je me suis pas présentée à la présidence du jour au lendemain. Là. J'ai été présidente moi aussi de mon association, mais au niveau canadien. Mais j'ai toujours appris petit à petit, mais de démarrer, j'ai trouvé ça excessivement difficile. Puis je pense que comme tous les jeunes, ont été aux prises avec ces débuts plus difficiles là. Mais donc le conseil, c'est d'être indulgent puis de demander de l'aide aux plus vieux autour de nous qui souvent sont prêts à nous aider, mais quand on ne demande pas, ben on n'a pas d'aide. Donc vraiment de prendre le temps de le faire comme il faut, puis ensuite avancer. Je comprends que le sentiment d'imposteur peut être là au début puisqu'on ne l'a jamais fait avant, on ne sait pas si on a les compétences, si on a les qualités, la confiance en nous n'est peut-être pas encore à 100% et d'être bien entouré à ce moment-là et comme vous l'avez dit, de savoir aller demander de l'aide à quelqu'un qui est plus expérimenté que nous peut faire aussi toute la différence. Les mentors, ça aide beaucoup. Et il faut savoir aller le demander et ne pas avoir honte de le demander surtout. Parce que souvent, je pense qu'il y a notre propre ego qui se dit bah non, là, ça se fait pas, je vais pas aller demander ça. Alors que l'autre personne en face sera sûrement très, très contente de pouvoir t'aider et de transférer ses connaissances. Donc, au contraire, je vous dirais, allez-y. Hein. Je suis pas médecin, mais il y a plein de correspondances qu'on peut faire avec d'autres métiers. Merci beaucoup, Dr. Quash. Est-ce que Dr. Liu voulait aussi répondre à la question? Oui, le plus grand défi, je dirais que c'est un peu dans un autre ordre d'idée. Je pense que les moments les plus sombres que j'ai vécu, donc a été un grand défi, c'est quand j'étais présidente internationale et que l'hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz a été bombardé. Et donc, c'est un hôpital qu'on avait dans le nord-est de l'Afghanistan. Ça faisait plusieurs années qu'on y était, qu'on était bien connus. Ça fait des décennies de toute façon qu'on est en Afghanistan, l'organisation.
Mais il y a eu un bombardement le 3 octobre 2015 et il y a eu 5 frappes aériennes sur notre hôpital qui était en plein fonctionnement. 42 personnes sont décédées, 14 de nos collègues. Et c'était énorme, 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 énorme. Parce que dans le passé, on avait eu des attaques, mais jamais des attaques répétées et précises sur le building central de notre hôpital, qui était en fait les soins intensifs, l'urgence, puis les 3 salles d'opération. Et en fait, je veux dire, les patients, ils sont morts, brûlés, vivants dans leur lit. Donc, c'était énorme parce on n'avait jamais eu une si grande perte au niveau de patients et de personnel dans une attaque. Et c'était énorme comme défi parce que on était atterrés, on était accusés à tort qu'on était devenu un centre de commande des talibans. Et on a eu beaucoup d'intimidation. Et là, il fallait mettre ensemble un mouvement de Médecins sans frontières, donc 70 000 travailleurs, pour leur dire OK, on est en colère, on est en deuil, mais là, il faut passer par-dessus ça. Il faut transformer cette tragédie-là en quelque chose de plus positif. Et c'était, je vous dirais, l'exercice de faire ça, c'est de canaliser la colère et le deuil en quelque chose de positif. Et on se battait quand même parce que quelques jours après l'attaque, finalement, les États-Unis ont pris la responsabilité par rapport à cette attaque-là. On a reçu, j'ai parlé directement à Barack Obama où il nous a offert ses excuses au nom des États-Unis. Et après ça, c'était une chose, mais nous, on demandait une investigation indépendante. Et c'était de créer ce momentum-là, cet espace-là pour dire que des excuses, certes, mais c'est pas suffisant. Il faut comprendre pourquoi c'est arrivé et il faut s'assurer que ça ne se répète jamais. Et donc, c'était toute cette espèce de démarche-là pour convaincre tous les États membres des Nations unies qu'il fallait avoir un signal politique pour dire que la mission médicale dans le cadre d'un conflit armé doit être protégée, que c'est un no-go. On n'attaque pas un hôpital. Des patients, quand ils se battent pour leur vie, qu'on soit à Montréal ou qu'on soit en Afghanistan, un hôpital est protégé. Et donc, on a présenté avec la Croix-Rouge internationale une résolution pour la protection des hôpitaux, de ses soignants et des patients. Et ça a été voté à l'unanimité le 3 mai 2016, avec 80 pays qui ont soutenu cette résolution-là, moins que celle de l'Ebola, mais c'est quand même un certain succès. Tout à fait. Donc voilà, c'est un certain succès, mais c'est un succès mitigé parce que ça n'a quand même pas arrêté les attaques sur les hôpitaux. On est toujours sous attaque, mais je vous dirais que ça n'a empêché d'avoir l'impunité totale sur des attaques sur les hôpitaux. Tout à fait. J'imagine aussi qu'une fois que l'hôpital a été bombardé à plusieurs reprises, refaire fonctionner l'hôpital pour les autres patients qui sont encore sur place, ça a dû être aussi tout un challenge dans un pays comme l'Afghanistan. Ça n'a pas été possible. En fait, l'hôpital était brûlé jusque dans son sous-sol. Et on a dû évacuer tous les patients dans les hôpitaux environnants. Et puis, on n'a pas réouvert, en fait, l'hôpital de Kunduz. Ah, il n'a jamais réouvert après ça? On a réouvert une clinique, mais on n'a pas réouvert un centre de trauma comme on avait en 2015. Merci beaucoup pour ce témoignage, Dr Liu. Je me tourne maintenant vers Jérémy de nouveau. Est-ce que Jérémy, tu as une autre question? Oui, justement, la réaction est assez vive j'imagine, par rapport au dernier témoignage. Et on a notamment une question de la part de Josette Noël qui s'adresse à vous, Dr Liu, justement, par rapport donc à ce que vous venez de nous partager. La question est, est-ce que vous avez déjà eu dans le cadre justement de vos fonctions et par rapport aux responsabilités que vous aviez à assumer, peur pour votre propre santé ou pour votre propre vie, parce que de ce qu'on vient d'entendre, c'est sûr c'est des choses auxquelles on pense, il faut sauver la population, mais qu'en est-il de votre ressentiment personnel?
Oui, merci pour la question. Ben, on ne peut pas être déconnecté de la réalité. On prend des risques, c'est des risques qui sont calculés, mais on prend des risques, c'est clair. Et on prend des risques à différents niveaux. Oui, on peut être bombardé, peut être au mauvais endroit au mauvais moment. Des fois, ça arrive qu'on peut être ciblé. Et puis aussi, une chose qui a énormément évolué par rapport à quand moi j'ai commencé à pratiquer dans des milieux de conflit, c'est le risque aussi d'enlèvement qui est réel. Moi, en tout cas, ça a été quand même, c'est quelque chose qui s'est cristallisé sur ce danger-là, avec le fait qu'aujourd'hui, ben, on remplit toujours ce qu'on appelle le proof of life, une preuve de vie, qui est un questionnaire, parce que si on se fait enlever, ben les gens, il y a des questions là, personnelles, comme on fait aussi pour vos mots de passe là, quand vous allez sur Google, là, quel était le nom de votre premier chien, quel était. Parce que si t'arrive quelque chose, ben les gens vont pouvoir poser la question au ravisseur pour s'assurer que c'est vraiment toi. Bref, tout ça pour dire que c'est réel, c'est présent. On est quand même, en tout cas, l'Organisation de Médecins sans frontières, comme l'Organisation de la Croix-Rouge et bien d'autres organisations, tout le monde a quand même des gens, des agents de sécurité qui analysent les situations et donc on prend des risques. Les risques sont là. J'ai eu peur quelquefois. Il y a même des fois que j'ai dormi tout habillé. Oui, ça arrive. Mais moi, je suis une personne qui est tellement focusée sur la tâche que c'est vrai que je sublime cette peur-là probablement. Sûrement. Comme beaucoup de personnes qui vont parce qu'on sait que de toute façon, c'est à risque d'aller dans ce genre de pays. Bravo, merci beaucoup pour ce témoignage. Jérémy, est-ce que tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question. Donc, la personne ne s'identifie pas, mais on nous pose la question à chacune d'entre vous. Quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier dans l'ensemble de votre carrière? Docteur Quash, je vous sens prête. C'est tout bête, mais mes enfants, vraiment. Je pense on fait beaucoup de choses pour que les enfants puissent ensuite suivre les traces. C'est quand même difficile, je vous dirais, là, pour ces petits-là d'avoir des parents performants, mais d'essayer de leur donner le bon modèle, puis ensuite, évidemment, ça se répercute sur nos étudiants gradués. Donc, quand je vois mes étudiants voler de leurs propres ailes, accomplir de grandes choses, puis être heureuses dans leur parcours et dans leur profession, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui soit plus réconfortant, puis un signe d'un plus grand accomplissement. Mes accomplissements personnels, je les fais parce que je suis intéressée, je suis curieuse, j'ai envie de découvrir, puis j'ai un peu trop Passionné. d'énergie à dépenser. Mais le but, en fait, c'est de voir la prochaine génération monter, puis arriver à faire de grandes choses. Merci, Docteur Quash. Docteur Franqueur? Ouais, tout d'abord, je partage le premier choix de Caroline, mais elle a déjà exprimé tout ce que j'avais à dire, alors je vais en trouver un deuxième. Ça a été définitivement la création de l'Institut de pertinence. Juste pour contexter tout ça. Alors, en 2019, nous avions une négociation extrêmement difficile avec le gouvernement Kakis qui avait mis dans ses promesses électorales qu'il allait ouvrir les ententes avec les médecins spécialistes. On avait les médias, on avait tout le monde contre nous. Et on a trouvé une voie de passage qui a été de rééquilibrer la parité canadienne en créant un institut de la pertinence des actes médicaux qui s'appelle l'IPAM, qui est autonome et indépendant et dans lequel on verse des sommes sur des actes non pertinents qu'on arrête de faire dans chacune des spécialités médicales et cet argent-là est réinvesti pour améliorer l'accessibilité à la médecine spécialisée. Bravo. Merci, Dr. Franqueur. Dr. Liu? Je vous dirais que je suis une personne qui n'aime pas vraiment le mot fier ou fierté. Je trouve que ça a une certaine indécence par rapport à ce que je fais comme pratique. Mais je vous dirais que il y a quelques fois dans ma vie, je me suis dit, bon, ben, c'était pas un mauvais coup. Puis je dirais que un des pas mauvais coups que j'ai fait dans ma vie,
c'est quand j'étais en Afrique centrale, où j'étais dans le conflit de la République du Congo, et il y avait eu des gens, il y avait une guerre civile, et les gens s'étaient réfugiés pendant plus de 6 mois dans des forêts. Et de partir de la capitale de Brazzaville. Et à un moment donné, les gens sont revenus. Et donc, il y a eu des couloirs humanitaires qui ont été faits. Et quand les gens sont revenus, il y a eu beaucoup d'exactions sur le couloir humanitaire, donc qui n'était pas vraiment protégé. Et les femmes ont été tous violées, ou en grande partie. Puis c'était soit en général, c'était aussi des viols à plusieurs perpétrateurs. Et moi, je me rappelle à ce moment-là, moi, je travaillais là, j'étais en charge. J'étais médecin et je me rappelle d'avoir appelé la capitale à Paris. J'avais dit toutes les femmes sont violées. Il faut faire absolument quelque chose. Il faut faire la prise en charge. On m'a répondu, Joanne, on ne meurt pas d'un viol. J'ai dit, pardon? Vous me la refaites, celle-là? Là? On ne meurt pas d'un viol? Et donc, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, on va faire quelque chose. Et donc, j'ai été présenter ça. Je rentre à Paris, j'ai présenté ça. Puis après ça, je leur ai dit, il fallait faire une prise en charge compréhensive. Il fallait donner un traitement aux femmes. Il fallait leur faire un examen, il fallait leur faire un certificat, il fallait leur donner un soutien psychologique, il fallait leur donner des antirétroviraux, il fallait leur donner des médicaments pour les maladies transmises sexuelles, donner la pilule du lendemain s'il arrivait en dedans de 3 jours. Et quand on m'a dit, puis si possible, si besoin, on va financer aussi des arrêts de grossesse. Et mon conseil d'administration était contre et moi, j'aurais dit, ben watch-moi bien aller parce que ça va se faire. Puis je vais prendre mon per diem pour payer les arrêts de grossesse. Et on a mis ça en place, une poignée de petits médecins ensemble. Et aujourd'hui, c'est passé dans l'histoire dans le sens que maintenant, on n'a vu pas plus dans aucun on va plus dans un déploiement dans un milieu de crise ne se fait plus maintenant sans la prise en charge des femmes violentées. Et c'est quelque chose, ça fait partie du standard de base. Donc, je trouve que c'est une contribution qui est correcte. J'en suis pas fière comme telle, mais parce que je n'aime pas la fierté, mais je vous dirais que ça fait partie des choses que je me dis, ça fait une petite différence. Tout à fait, bravo. Wow, on va passer par toute une gamme d'émotions. Jérémy, est-ce que tu aurais une autre question justement? Moi, je me remets de mes émotions, justement. Absolument. Une autre question, justement, qui reprend un peu votre position, mesdames, en tant que femme leader au niveau donc de la santé mondiale, que ce soit à l'international ou que ce soit au Québec, que ce soit au niveau du Canada. Vous avez toutes des forces et un leadership qui vous a amené où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, on aimerait en fait vous entendre à chacune d'entre vous pour nous donner en fait, selon vous, quelles sont les 3 qualités à avoir pour faire un bon leader dans le domaine de la santé. Très bonne question. Est-ce que, Dr. Francard, je me tourne toujours vers moi, vous? j'ai toujours le moins de temps pour réfléchir. Et en plus, je vis tellement tranquille comparé à Joanne Liu. Mais bon, cela dit, je dirais rapidement, c'est l'humilité. C'est sûr que c'est la première qualité, de ne pas avoir peur de se remettre en question et de se relever pour mieux rebondir. Et je pense que c'est la collaboration. Alors voilà, humilité, rebondir, collaboration. Merci beaucoup. Dr. Liu? Pour être un bon leader en santé, je pense que plusieurs choses, mais oui, l'humilité, ça c'est sûr, c'est central. Et je vous dirais, au-delà de ça, je pense qu'il faut être têtu. Il faut être têtu pour nos patients. Et les gens qui font des choses pour plein de monde, c'est parce que tu t'es entêté qu'il fallait se battre pour ça. Donc moi, je suis très têtue. Et je crois que mes collègues autour de la table sont aussi très têtus. J'ai l'impression aussi. Donc voilà. Mais je pense aussi qu'il faut être très focusé. Tu peux pas être éparpillé. Moi, j'ai réussi à faire des choses
dans le domaine de la santé mondiale parce que j'ai pris un sujet à la fois et j'ai focusé. Moi, de toute façon, je peux juste faire un sujet à la fois, plus ou moins. Je suis pas polyvalente, peut-être parce que j'ai pas eu d'enfants comme mes collègues, mais moi, je sais pas, j'ai peut-être plus des grecs qu'autre chose, mais oui, donc c'est focusé, humilité, puis entêtement. Je pense que ça fait un bon mix. Oui, en effet. Merci beaucoup, Dr. Liu. Dr. Quash? Je suis d'accord avec mes collègues. Je pense qu'effectivement, on est tous assez persévérantes et entêtées, c'est peut-être un peu fort. Là. Je pense qu'on est persévérante. L'humilité, tout à fait. Et je pense la capacité d'écoute aussi et la capacité à faire des liens entre les différents sujets, les différentes personnes aussi. Puis il faut absolument, tu sais, je pense que qu'on soit homme ou femme là, ça prend une capacité de travailler qui est au-delà de la moyenne, soit en quantité ou en rapidité, mais on travaille toutes probablement plus que si on n'avait pas pris ces postes de leadership-là. Puis il faut avoir cette curiosité puis cette envie d'apprendre toujours plus. Je pense que ça fait partie aussi du lot. Mm-hmm. Merci beaucoup, Dr. Quash. Jérémy, as-tu une autre question? Oui, on a une autre question justement qui est un peu dans le même sujet, qui nous vient de Pierre Fontaine, pardon, qui nous fait remarquer les pays dirigés par des femmes, donc l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande ou autres, sont parmi les pays qui ont le mieux géré la crise de la COVID-19. Pensez-vous que notre gouvernement aurait davantage intérêt à avoir des femmes dans des cellules de crise? Très, très bonne question. J'adore. Alors, on va commencer par Dr. Liu et on finira par Dr. Franker. Dr. Quash, vous serez encore au milieu. Je vous dirais, c'est pas autant avoir de femmes que je pense que qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un groupe diversifié. Parce que quand tu as un groupe diversifié au niveau de la prise décisionnelle, ça permet de lever beaucoup d'angles morts que tu aurais. Parce que finalement, chaque personne apporte sa perspective et donc les angles morts que tu pourrais avoir si tu étais juste avec un profil de background, d'expérience, ferait que tout le monde penserait pareil. Donc, c'est important d'avoir des gens, un groupe de gens au niveau du top leadership qui est diversifié parce que c'est important de se contredire. Je dis toujours qu'il faut avoir une personne bénévolente pour nous contredire, pour être un bon leader. Et à ce moment-là, ça lève les angles morts. Oui, tout à fait. Dr. Quash? Bien d'accord, et je pense que la raison pour laquelle les pays dirigés par des femmes ont mieux fait, c'est qu'elles se sont probablement entourées au lieu de se fier juste sur leur pensée à elles. Donc, habituellement, quand on est dans un poste de leadership, on a tendance à être beaucoup plus collaborante et aller chercher les opinions des autres, tout en étant capable de prendre une décision, mais d'avoir cette capacité d'écoute-là pour entendre les différents points de vue. Tout à fait. Puis les différents points de vue vont t'amener à une autre réflexion que tu choisiras à la fin. Merci beaucoup, Dr. Quash. Dr. Franker? Je pense qu'il y a de bons points qui ont été soulevés. Le fait d'avoir, je pense qu'il y a des femmes qui ont, comme Joanne le disait, un Y caché dans leur code génétique, qui sont beaucoup plus masculines, et des hommes qui ont un côté féminin qui est plus développé. Alors, l'équipe diversifiée, puis on n'a pas parlé de la diversité aussi, là, qui amène toujours une valeur ajoutée, aurait définitivement bénéficié, je pense, au gouvernement, parce que cette pandémie, qui n'est toujours pas terminée, a amené quand même des décisions qui étaient difficiles. Les femmes, on est capable de décider aussi, il n'y a pas de souci. Souvent, on va travailler et creuser un petit peu plus longtemps, par exemple, avant de décider finalement. Mais il y avait tout un côté que je pense qu'on a, probablement dans la précipitation de décider, qu'on a oublié, qui était le côté humain de la pandémie. Là. On n'a pas enterré nos morts, on n'a pas vu nos morts. Toutes ces familles qui n'ont pas pu accompagner les gens de leurs proches qui étaient tout seuls. Et ça, c'est quelque chose qui va rester. Les deuils n'ont pas été faits. Là. Et l'humain est l'humain. Là. Peu importe la crise, ces espèces de besoins, de rituels
vont être difficiles à remplacer. On va voir, on a une journée commémorative demain, mais je pense que ça aurait probablement emmené peut-être un petit plus. C'est certain. Merci beaucoup, Dr. Franqueur. Jérémy, aurais-tu une dernière question pour nos panélistes? En fait, j'en ai une avant-dernière. Ouch, vas-y. Donc, justement, l'avant-dernière question est pour Dr. Franqueur, justement. On a un étudiant qui nous suit ce soir, qui se nomme Côme Frémont Guilbeault et qui débute tout juste la médecine et qui vient de se découvrir une grande passion justement pour la gynécologie obstétrique et qui aimerait donc savoir quelles sont les qualités essentielles à avoir justement pour pouvoir exceller dans cette discipline. Premièrement, c'est la patience parce qu'on attend et soudain tout se précipite et ça va vite. Je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptation. C'est probablement la qualité première parce qu'on n'a absolument aucun contrôle sur ce qui arrive. La plupart du temps, les bébés arrivent quand ils sont prêts, pas quand on les veut. Alors, ça va vite, ça va pas vite, ça va bien, ça va mal ou ça va très mal. Alors, je pense que c'est les qualités premières. Puis, il faut, idéalement, si on veut être choisi, être de bonne humeur et être capable de travailler jour, soir, nuit parce que c'est une profession où on travaille beaucoup de soir et de nuit. Vous voulez dire que les bébés arrivent généralement de soir et de nuit? Plus ce soir. Ce soir. C'est vrai. C'était plus le soir pour moi. Merci, Dr. Franqueur. Jérémy, dernière question. Donc, la dernière question. Donc là, pour vous trois, mesdames, pour terminer en fait sur une note un peu plus légère, on vous sait donc très occupé, vraiment sur le fer de lance des médias, toujours donc avec donc des journées très chargées. Mais quand la poussière retombe un petit peu, quel est votre passe-temps au quotidien ou avez-vous un talent en particulier qui vous permette de pouvoir lâcher prise et de vous retrouver avec vous-même? Très bonne question. Qui veut se lancer? Vous voyez, pour la dernière question, je vous laisse le choix. Vas-y, Diane. Ouais, celle-là, elle est plus facile. Moi, j'adore cuisiner. Et plus c'est compliqué, plus j'adore ça. Malheureusement, j'adore cuisiner pour les amis. Alors, ces temps-ci, mes seules victimes sont mes enfants. Ils sont très heureux. Mais c'est vraiment là que je me vide la tête. Magnifique. Dr. Quach? Moi, j'aime beaucoup lire, je cours et je peins sur céramique pour me changer les idées. Super. Et Dr. Liu? Moi, c'est le sport. Donc oui, moi, je cours. Je suis une coureuse assidue. Je cours presque à tous les jours. C'est une façon de... Comme pendant ma présidence, j'allais courir à 4 heures ou à 5 heures du matin avant mes meetings. C'est une façon d'organiser ma vie, ma journée. Donc voilà, donc courir. Et l'autre chose que je fais en cachette, parce qu'on a tous des passe-temps cachettes, c'est vraiment épouvantable, je colore des mandalas. Donc, Pourquoi c'est épouvantable? Il paraît que ça relaxe beaucoup. Non, mais c'est vraiment, tu sais. Donc, j'ai une collection de crayons de couleur que vous pouvez même pas vous imaginer. Et en fait, c'est des mandalas, mais c'est des signets. Et donc, quand vous devenez mon ami, en général, vous recevez toujours un livre avec un signet qui a été colorié de mes petites mains blanches. Donc, voilà. C'est ça. Merci beaucoup pour ce partage de vos passe-temps favoris. Merci Jérémy pour les questions des participants. J'en profiterai pour moi-même poser une dernière question à mes trois panélistes. Ma question serait, quel serait le meilleur conseil que vous donneriez aux futurs et aux jeunes diplômés? Oui, alors je dirais d'oser, saisir les occasions qui vous sont présentées. On ne sait jamais ce qu'on va apprendre dans quand on essaiera quelque chose de nouveau. De pas dire je suis pas sûr que ça rentre dans mon plan de carrière. Moi, j'ai pas de plan de carrière, donc c'est d'une chose à l'autre. J'ai sauté comme un singe de branche en branche et aujourd'hui, je me suis retrouvée là. Mais à pas avoir saisi ces occasions-là, j'aurais beaucoup moins évolué, beaucoup moins appris. Merci beaucoup, Dr. Quach. Dr. Liu? Moi, je dirais qu'il faut avoir du fun.
vraiment, il faut que ce soit un minimum le fun tout le temps. Il faut qu'on ait envie de se réveiller. Tu sais, moi, je me lève le matin, puis je me rappelle quand j'étais présidente de l'international, j'avais hâte de commencer ma journée, même si je savais que c'était pour être pénible. Donc, c'est vraiment, vraiment important que ça soit un minimum le fun, parce que, puis même, tu sais, quand on choisit des jobs, là, avec leadership et avec beaucoup de responsabilités, quand ça va super mal, là, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, puis rappelle-toi quand ça va aller mal, que tu t'es battu pour ce job-là. Parce qu'on oublie. On s'est battu pour aller en médecine, on s'est battu pour avoir un tel poste. Il faut se rappeler de ça, puis ça remet toutes les affaires en perspective. Donc, j'adore ça. Du fun, c'est important. Totalement. Merci beaucoup pour ce partage. Dr. Franker, vous voyez, j'ai fini par vous. Alors, moi, je vous recommande de vous fier à votre instinct et de jamais réfléchir. Allez-y. Les meilleures décisions que j'ai prises, je ne les ai pas hésitées. J'ai réfléchi après. Parfois, j'ai eu peur de regretter, mais c'était le meilleur coup que j'avais fait. Alors, on fonce. Tout est possible, mais ça ne veut pas dire que ça sera facile. Mais il ne faut pas hésiter. Il faut se faire confiance. Merci beaucoup. Il s'agissait donc de notre dernière question. Merci, mes chers trois conférencières, Dr. Franker, Dr. Liu et Dr. Quach, d'avoir partagé cette expérience ou vos expériences avec nos invités. Nous avons grandement apprécié. Puis, oh mon Dieu, quelles sont riches vos expériences. C'était un réel plaisir de vous avoir. Je redonne la parole à Jérémy qui va conclure notre soirée. Encore merci, mesdames. Merci Anne et merci également à vous trois et à vous tous qui nous avez suivis depuis chez vous. Nous aussi également à remercier notre partenaire TD Assurance et l'ensemble de l'équipe technique de GPCE qui s'occupait donc de tout l'aspect technique donc de cette soirée. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette soirée en votre compagnie. Merci encore et à très bientôt pour un rendez-vous inspirant.